direction que j'irai un peu plus loin dans les explications, etc. Je ne suis pas intarissable, hein. Ça n'existe pas, un puits sans fond, ça n'existe pas. Hein. Donc, mais disons, je connais quand même un tout petit peu la vallée, quoi. Alors, juste avant de démarrer, je voudrais juste, là, ça c'est vraiment gravé dans le marbre, des choses qui sont claires, juste pour mettre les directions, l'année de la construction du canal, des petites choses comme ça, pour savoir un peu ce qu'on voit quand même dans cette vallée. Donc ici, le canal du Haut, ici, prend la direction de Nancy, de Toul, de Bar-le-Duc, de Vitry-François, c'est donc la Marne. Et le canal du Bas, c'est dans le sens où nous allons marcher tout à l'heure, dans la direction de Lutzelbourg, de Saverne, traverse les villages alsaciens, et puis on va à Strasbourg. Donc c'est cette partie, 17 écluses sur 4 km, qui a été remplacée par le plein incliné. 17 écluses. Donc la première écluse est située au niveau du canal du Haut du plein incliné, si vous connaissez un tout petit peu, et le canal du Bas est situé au niveau du Bas du plein incliné, c'est-à-dire l'écluse 17. Donc pour traverser cette vallée, ça c'est maintenant un tout petit peu générique, hein, c'est vraiment un peu ce qui est intéressant de savoir, quoi. Après on va un peu dans les fioritures. Hein. Pour traverser la vallée, on mettait donc, on va dire, une journée de navigation, c'est une moyenne. On pouvait passer, quand tout allait bien, en 6 heures, mais on pouvait passer également en 13 heures. Et 13 heures, c'est une journée de navigation, puisqu'on ne navigue pas de nuit sur les canaux intérieurs. Hein, donc quand on disait qu'il fallait une journée pour traverser la vallée, c'est pas 24 heures. Hein, c'est donc, en hiver, on peut naviguer que 6 heures par jour. C'est une loi qui date encore de Napoléon III. On navigue entre le lever et le coucher du soleil. Ça a été changé un tout petit peu, on va dire aménagé après la loi Aubry. Je crois que l'heure d'été. Aussi, mais disons, on en est là. Donc aujourd'hui, on navigue sur les canaux de 7h du matin à 20h, mais à l'époque des mariniers, c'était de 6h30 à 19h30. Sachant que le marinier, lui, il enlève ses amarres à 6h30 et il naviguait jusqu'à 19h30. Hein, c'était 13 heures de boulot quand même, c'est pas neutre. Hein. Et en se baladant, on va parler un tout petit peu du travail qu'il faisait. Donc c'est pas, on n'est pas derrière une barre, hein, c'est quand même un travail physique de 13 heures. Alors, vous allez me dire, est-ce que le plein incliné a été construit pour qu'on gagne une journée? On va dire, ça c'est en prime. Une écluse représente un escalier pour un bateau. Pour passer d'un niveau supérieur à un niveau inférieur, l'eau viendra du haut. Et petit à petit, l'eau est perdue, puisque progressivement, on consomme de l'eau. Lorsque vous passez d'un niveau inférieur à un niveau supérieur, l'eau viendra toujours du haut. Il faut faire monter de l'eau dans une écluse. Et ensuite, donc, petit à petit, l'eau est perdue. Alors, on consomme en moyenne 4 à 500 mètres cubes d'eau par manœuvre et par écluse, ici, dans la vallée. Si on fait un calcul, le dénivelé entre la première et la dernière écluse est de 44,55 m. Si on fait un tout petit calcul, une division par 17, on arrive à peu près à 2,50 m de dénivelé par écluse. Donc 1 cm d'eau dans une écluse, c'est 2 tonnes, 2 mètres cubes. Donc on consomme en moyenne donc 500 mètres cubes. Donc vous voyez, c'est le pourquoi de la construction d'un ouvrage comme le plan incliné, mais il existe d'autres ouvrages, c'était bien sûr l'économie d'eau. Là, nous sommes en plein dedans, actuellement. Nous sommes en plein dedans. Hein, on a des problèmes d'eau un peu partout. Pour l'instant, le plan fonctionne normalement, mais ça ne veut pas dire que d'ici quelques semaines, on n'aura pas des problèmes de restriction d'eau. Ils vont abaisser le niveau, etc. Mais ça, c'est encore un autre débat. Hein. Donc le plan incliné avait vocation d'économie d'eau plus que de gain de temps, alors? Le gain de temps, c'est une prime. Ah, c'est une prime. C'est une prime. C'est-à-dire que si la descente du plan incliné aurait duré 3 heures, ça aurait été 3 heures. Le gain de temps n'a pas d'importance. C'est l'économie d'eau. Il existe ce plan incliné qui est un ouvrage unique. Il existe des pentes d'eau, comme par exemple dans le sud de la France, la pente d'eau de Montèche, qui ne fonctionne pas correctement d'ailleurs. Il existe des écluses aujourd'hui qu'on fabrique, qu'on construit avec des récupérations d'eau, c'est-à-dire des écluses où on descend d'un niveau, il y a un bassin que l'on ne voit pas, ou qu'on peut voir également, où l'eau que l'on consomme, donc les 500 mètres cubes d'eau vont dans ce bassin, et on laissera passer l'eau qu'il faut pour l'écluse suivante. Et le reste est repompé vers le haut pour refaire une bassinée. Une manœuvre d'écluse, ça s'appelle une bassinée. Donc, quelques termes également. Donc, entre deux écluses, on appelle ça un bief, ou un biais. Le fond d'une écluse, ou le fond du canal, s'appelle un plafond.
Et c'est au J'aime bien fond. sentir ça là. Et c'est au fond. C'est vrai. Tout le temps, bah ouais. Donc c'est quand même assez sympa. On est au fond du plafond. Donc le plafond. On se Donc, au plafond. et disons, le fait d'écluser s'appelle une bassinée. Voilà. Et donc, vous voyez un peu la consommation. Hein. Donc, qu'est-ce qui alimente ce canal de la Marne-Rhin? Et après, on va se balader. Je ne suis pas ici pour faire un cours, hein. C'est juste pour les bases. Hein. Qu'est-ce qui alimente le canal de la Marne-Rhin? En priorité, ce sont donc les étangs lorrains. Mittersheim, Gondrexange, le Stock. Mittersheim, c'est plutôt le canal des Houillères. Mais enfin, voilà, ce sont les étangs-là qui alimentent, qui se remplissent naturellement l'hiver. Quand ils se remplissent, là, cette année, les étangs, c'est très très juste, hein, donc ils alimentent en priorité. Ce sont des réservoirs. Il faut savoir que lorsque le canal de la Marne-Rhin a été creusé, de 1839 à 1853, ces étangs ont été construits, ont été creusés pour faire des réservoirs, des réserves pour le canal. Des étangs, on va dire l'écluse de Réchicourt-le-Château. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, si ce n'est que de nom. C'est l'écluse la plus profonde de France, en gabarit Fraissinet. À vide, elle fait 17 mètres 60. Hein, c'est pas neutre. Hein. Et donc, de l'écluse de Réchicourt-le-Château à ici, à l'écluse numéro 1, il y a 36 km. C'est donc un biais de 36 km. Ah, il n'y a pas d'écluse Non. Ah, d'accord. Donc voilà, c'est quand même pas neutre. Hein. Et ça peut être toute l'année, mais là, depuis que j'ai commencé au 1er avril, je l'ai vu passer 2. Et il y en a 2 autres qui sont passés. Alors il y en a une qui est passée avec un transformateur qui pesait 120 tonnes. Hein, donc il faisait 30 mètres de long qu'ils ont mis dedans, donc c'est une bonne idée. Les céréales, pour l'instant, il n'y en a plus, vu que les silos à Reims sont fermés. Donc c'est ça en moins. Et donc il y aura un peu de bois. Éventuellement du sable et du gravier. C'est tout ce qu'il y aura encore comme transport pour l'instant. On ne peut pas dire que ça ne peut pas se faire. Mais on n'arrivera jamais plus à 40 péniches, ça c'est évident. Et ce qui serait quand même sympa, c'est qu'il y en ait un peu plus. Une péniche, c'est quand même 10 camions. Une péniche, c'est 10 camions. Elle transporte, on va dire, 250 tonnes. Ce qui n'est pas neutre. Et bon, après, c'est un peu comme ça. Hein. Mais c'est plus grand aussi. Alors pourquoi je m'arrête ici? Alors ici, c'est un endroit qui est intéressant. On voit l'écluse numéro 1 qui est au bout, en blanc. Et on voit l'écluse 2, l'écluse 3. Vous voyez à peu près l'escalier que ça représente à chaque fois. On va dire tout simplement, une péniche qui rentrait dans l'écluse numéro 1, sortant du tunnel d'Arzulaire, pour arriver ici, mettait pas loin de 2 heures. Ah, quand même. Hein, nous avons fait ça en quelques minutes. Il fallait compter une bonne trentaine de minutes par manœuvre. Donc avec les sorties des bateaux, etc., on n'est pas loin de 2 heures de là-bas ici. Et vous avez vu, maintenant avec ce ponton qui a été mis en place, les péniches ne pouvaient pratiquement pas se croiser. Hein. Vous verrez que par endroits, il y a des endroits qui permettent le passage de 2 péniches et d'autres non. Le port qui est ici, c'est le port Sainte-Marie, derrière nous. C'est un port où on chargeait le grès. Lorsque le canal de la Marne-Rhin a été construit, creusé, on va dire en gros, à la même période, ils ont également construit la ligne de chemin de fer qui est juste à côté. Alors c'est une vallée naturelle. Dans cette vallée passe la route, passe le chemin de fer, passe le canal de la Marne-Rhin. Et donc sensiblement, le chemin de fer et le canal ont été construits en pratiquement à la même période. Et il fallait bien sûr de la matière première, c'est la pierre. Il y a une veine rocheuse qui part en gros de l'île d'Herbillère et qui va jusqu'au Krontal, du grès. Et donc, par exemple, du village d'Arzulaire, dans le village même, il y avait déjà 2 carrières, mais du village d'Arzulaire à ici, on va dire, il y avait en gros 7 carrières. Avec Bobedinsner, Gartizer, c'est sur des grandes boîtes. Par exemple, Bobedinsner avait une importance, on va dire, comme aujourd'hui, sans vraiment exagérer, Dingenheld, qui travaillait dans tout le Grand Est, hein, comme on appelait ça. Il construisait des bâtiments aussi bien à Mulhouse qu'à Strasbourg, etc., en grès. Et donc, ils exploitaient ces pierres-là. Ça, c'était une carrière Gartizer. Ils avaient même un genre de plan incliné, c'est-à-dire avec des contrepoids pour descendre des pierres. Donc on chargeait les pierres sur les bateaux. Il y avait des pontons comme on voit ici, il y en avait également tout le long. Et donc ces pierres partaient, alors je dirais surtout vers le bas. Bien sûr ça pouvait aller par le haut aussi, mais surtout vers le bas, donc vers Strasbourg, vers l'Allemagne, vers la Suisse. Il y a des bâtiments qui ont été construits dans la pierre de la région. Donc nous sommes à Ambridor, nous sommes à Arzulaire, nous sommes à Witzelbourg, ce sont des endroits, donc on avait un beau grès rose. Donc il y avait de l'oxyde de fer dedans.
à l'île d'Hervillers, vous trouverez du grès blanc. Il n'y a pas de type de terre. Donc c'est assez intéressant. Et le grès rose, ben, la cathédrale de Strasbourg, par exemple, est construite en grès rose. Donc vous avez des monuments qui sont construits, ou qui sont construits en grès blanc, hein, qui viennent aussi de la région. Ça dépend des endroits. Et donc c'était quand même assez important. C'est donc le port Sainte-Marie d'Arzulaire. Encore une fois, alors que ce port divisé, si on le coupe en deux, la partie de l'autre côté, c'est Henri-Dorf déjà. C'est-à-dire qu'ici, je suis encore un peu maire. Je fais encore un tout petit peu quelque part. Je ne serai plus maire d'Arzulaire. Je serai lambda comme vous. Hein, je ne serai plus maire. Donc, tant pis, hein, c'est comme ça. Hein. Donc après, on va à Henri-Dorf. Et cette partie là-bas, c'est la partie à Saint-Louis. Donc vous voyez, il y a 3 communes qui se partagent un tout petit peu cette vallée. Cette vallée représente en gros 18 hectares. Ça n'a pas grand intérêt, mais 18 hectares, et cette vallée a été rachetée, là c'est quand même plus intéressant, il y a 10 ans par la communauté des communes du Pays de Fasbourg. Et lorsque vous voyez ces garde-corps tout le long, vous voyez ces garde-corps ici, vous voyez la passerelle qui a été refaite, vous voyez les toitures, les fenêtres en PVC, l'écluse numéro 4 qui est un gîte aujourd'hui, un gîte de pêche. C'est-à-dire que vous louez, il y a tout le matériel qu'il faut, et vous pouvez donc taquiner le goujon si ça vous intéresse, etc. Donc il y avait pas mal, et tout ça c'est la communauté des communes qui a mis en place. Ça représente 18 hectares. Aussi pour pêcher avec les écoles, etc. Ouais. Et puis, si par exemple vous venez pêcher ici, vous louez l'écluse. Alors moi je ne suis pas pêcheur, enfin à la ligne, autrement on est tous un peu pêcheurs, hein. Mais je ne suis pas pêcheur à la ligne. Et donc, moi, je ne prendrai pas de carte de pêche. Mais si vous êtes pêcheur, vous n'avez pas la carte de pêche pour ici, vous la demandez. Ils vous feront à votre nom une carte de pêche. Vous pourrez donc venir pêcher ici, ou au canal, etc. D'accord. C'est tout. Et donc, le matériel est là, c'est bien fait. Tout le bas, il y a un grand lavabo, si vous voulez, pour nettoyer le poisson. Elle n'est pas louée, si vous voulez. Vous voulez voir un peu comment ça se passe en derrière? Bon, c'est ça. C'est une terrasse avec un barbecue, c'est sympa. Ça se loue à la semaine ou au week-end. Mais c'est sympa. Et, les péniches arrivaient, sortaient d'une écluse. Alors vous voyez, après la sortie de l'écluse numéro 3, les bateaux sortaient comme ça. Ils ont une longueur de 39 mètres. Lorsqu'elles étaient halées, les chevaux tiraient ou les ramenaient. C'était quand même un travail assez évident, parce que pas si évident que ça, parce qu'ensuite il fallait être bien droit pour rentrer dans l'écluse. Pour rentrer dans l'autre. Ouais. Ensuite, le fonctionnement d'une écluse était assez simple. Je ne vais plus toucher à ça. Non. Donc il y avait une histoire de chaîne, une grande barre métallique qui poussait la porte ou qui la tirait. Vous tirez, tournez dans un sens, ou vous tirez, tournez dans l'autre. Et donc c'est l'éclusier qui s'occupait de l'ouverture d'une porte, et le marinier qui s'occupait de l'ouverture de l'autre. Le bateau rentrait dans l'écluse, il faisait un amarrage, c'est un amarrage souple, c'est-à-dire qu'il tenait le bateau qu'il puisse descendre ou remonter. Une fois que les portes étaient refermées, que l'éclusier et le marinier avaient refermé la porte, l'éclusier allait au bout, avec ses manivelles, il ouvrait des ventelles, il faisait passer l'eau, donc les 500 mètres cubes d'eau s'écoulaient. En fait, vous avez bien compris qu'il ne s'agit pas de 500 mètres cubes d'eau complètement, vu que c'est l'application du principe d'Archimède. Un bateau de 300 tonnes, c'est en gros le poids des bateaux, en entrant dans le bac, charge son poids en eau. Donc on consomme quand même un peu moins d'eau. Enfin voilà, c'est quand même une consommation importante. Et donc, on descendait en gros de 2,50 m, en ouvrant des petites ventelles. Une fois que le bateau était, enfin le canal était au niveau du canal du bas, l'éclusier, le marinier ouvrait les portes, et le bateau repartait. On va dire jusque dans les années 60, il y avait beaucoup de péniches qui étaient non motorisées, et de plus en plus les péniches étaient motorisées. Il y avait le halage. Donc ici, les péniches qui étaient tirées par le locotracteur, mais de plus en plus ils étaient motorisés. Après la guerre, d'ailleurs, certains mariniers avaient acheté des moteurs de tank, moteurs plats de tank. Mais ça tournait à haut régime, donc ça ne fonctionnait pas très bien. Il y a des bateaux marines, des moteurs marines qui tournent à bas régime, ce qui est largement suffisant pour faire tourner les hélices, mais voilà. Moi, au plan incliné, j'ai vu passer une seule péniche qui était non motorisée, mais sinon, je ne suis pas au plan incliné depuis je n'ai pas vu les dinosaures ici, hein, je suis quand même plus jeune que ça. Mais c'était une péniche qui était non motorisée, je crois qu'elle s'appelait Angélus, si je ne me trompe pas, qui est allé à Strasbourg et qui a été mis en exposition quelque part, avec une barre franche. Vous savez ce que c'est une barre franche, hein? C'est-à-dire que vous avez le gouvernail à l'arrière, et je ne touche plus ça, mais il y a une barre
Et pour naviguer, vous n'avez pas, le macaron, comme on appelle la grande roue. On n'avait pas le macaron, on a donc une barre franche. Ça touche plus. Hein, non. Et donc pour tourner. C'était assez impressionnant. Ils avaient juste un petit toit comme ça au-dessus. Mais sinon, donc, les péniches étaient de plus en plus motorisées. Et donc c'était quand même plus simple. Au niveau du halage, qui est-ce qui s'occupait du halage? Alors c'était une société qui s'appelait la Traction de l'Est. Alors il y avait, en partant de l'écluse 1, alors je donne, il y avait un locotracteur qui tirait les péniches dans un sens, et dans l'autre ils faisaient 3-4 écluses, puis ils remontaient. Puis le tracteur suivant faisait la suite. Quoi. C'est sur les locotracteurs. Je suis en train de me bagarrer pour essayer de mettre un locotracteur sur le ponton qu'on a traversé. Ça serait bien dans la marin pour avoir un petit visuel de ça. Les chevaux, c'est à quoi ça ressemble. Et la bricole, vous savez ce que c'est la bricole? Voilà, la bricole, par exemple, pendant la guerre, les chevaux étaient sans doute souvent réquisitionnés, chevaux mulets. Et c'est donc un harnais que les hommes, et surtout les femmes, mettaient et tiraient les péniches le long des écluses. Sachant que, à l'époque, ce n'était pas des péniches de 400 tonnes. Hein. C'était des barges en bois, 150 tonnes, slurées, quoi, qui transportaient. Et c'est donc les femmes, une ou deux, les enfants, ils tiraient la bricole, ça s'appelle la bricole. Et très souvent, c'était les femmes. Vu que la barre franche était aussi dure à tenir que tirer le bateau, quoi. Ça, c'était souvent pas... C'est quand même une sacrée vie. Hein. Quand je disais, il commençait le matin jusqu'au soir, déjà, à chaque écluse, il fallait faire cette manœuvre, amarrer le bateau, s'il fallait tirer les péniches, s'il fallait attacher les chevaux, etc., c'était quand même un sacré boulot, quoi. En parlant d'attacher les chevaux, c'est une anecdote que j'aime bien raconter, mais vous ne direz pas le contraire. Dans la vallée du tunnel, jusqu'au bout de la vallée, il y avait 3-4 bistrots. On faisait auberge aussi. Donc bien sûr, il y a également la gare d'Arzulaire qui est là. Donc les gens qui partaient au travail, soit à Sarrebourg, soit ailleurs, ils prenaient le train ici. Donc il y avait des gens qui avaient leur petit bistrot juste à côté de la gare, qui faisaient leur affaire déjà le matin. Mais ici, 40 péniches, ça fait aussi du monde qui passait, sans compter tous les gens qui travaillaient à la SNCF, sans compter les gens qui travaillaient à la navigation, ça faisait du monde. Hein. Donc ça fonctionnait bien. Et puis, je reviens au tunnel. Donc vous avez vu l'écluse numéro 1, la blanche, qui est au bout. Après cette écluse, il y a un port de formation d'une centaine de mètres. On faisait des convois de plusieurs péniches, qu'on attachait l'une à l'autre, et qu'on tirait à travers le tunnel. Alors souvent, les chevaux des mariniers n'aimaient pas à traverser le tunnel. Ils avaient peur, sachant qu'il y a quand même qu'à mètre 50 de largeur à côté de l'eau. Et donc souvent, la navigation avait leurs chevaux qui tiraient les péniches, et le marinier partait avec son cheval, traversait le village d'Arzulaire, 1, 2, 3 bistrots jusqu'à la sortie. Les chevaux s'arrêtaient carrément devant les bistrots. Hein, ils connaissaient un tout petit peu le... Mais c'est des anecdotes qui sont réelles. Hein. Les gens ils disaient, bon, les chevaux s'arrêtaient. Ça c'est rigolo. Ici, il y avait également un commerçant ambulant du village d'Arzulaire qui longeait la vallée avec... il avait du pain frais. Il avait donc quelques petites matières premières pour les mariniers, pour les éclusiers, mais également pour les mariniers. Nous allons nous enfoncer dans la vallée. Là, on va marcher 4 km, pour nous c'est du loisir. Imaginez, vous avez l'âge de ces enfants. Vous allez à l'école, soit à Arzulaire, soit vous allez à l'école à Henri-Dorf, soit vous allez même à Lutzelbourg, ceux qui habitent en bas. Vous y allez comment? À pied. Et donc là, c'est tous les jours. Hein. Alors, le midi, les enfants souvent restaient dans le village, soit à Henri-Dorf, soit à Arzulaire, soit à Lutzelbourg, chez les parents pour manger. Mais quelle que soit la météo, ils y allaient le matin, ils rentraient le soir. Hein. Et c'était pas neutre, hein. C'est quand même un peu de route. Hein. Une anecdote à ce sujet, une personne qui habite à Arzulaire, qui habitait à l'écluse, je crois dernièrement, elle habitait l'écluse numéro 7, mais ils habitaient plus loin dans le temps. Et elle avait vraiment une peur bleue que ses enfants se noient. Ses enfants, ils avaient 5-6 ans, c'était Madame Paco et Roger. Elle les mettait dans le canal. Elle nageait très bien. C'est une femme qui faisait 1m85 à peu près. C'est-à-dire, elle savait avant moi qu'il faisait beau. Hein.
et puis qui pleuvait aussi. C'est-à-dire, c'est une femme très, très corpulente, et sa peur à elle, c'était que les enfants se noient. Elle les a mis dans le canal. Elle nageait dans l'eau, elle les a, enfin, on peut nager difficilement ailleurs, et elle leur a appris à nager, de peur qu'ils tombent dans le canal, etc. C'est quand même anecdotique. Hein. Le gars, il a quoi le regarder trop bizarre à l'intérieur. Tu sais qu'il a raison.